Wow, we are all Africans. Wow, we are all Africans. Quel est ton nom et qu'est-ce qu'il signifie? Je m'appelle Ahmada Smith, mon nom de scène, depuis plusieurs années en tant que musicien, artiste. Mais je m'appelle Ahmada Youssouf avec mes enfants. Que je viens des Comores, je suis marseillais, comorien avant tout, c'est là où je suis né, mais marseillais par adoption, une quarantaine d'années, et français, donc franco-comorien. J'aimerais commencer par là d'où tu viens. Tu m'as parlé des Comores. Grandir entre les îles et le continent, qu'est-ce que ça t'a appris sur la distance? C'est vrai que vivre sur une île, ben, quand tu y vis, quand tu es né, que tu es là, tu te rends pas compte. Mais quand après tu grandis, tu vis ailleurs, tu voyages, que tu reviens sur l'île, c'est là que tu te rends compte que tu es assez limité par rapport aux frontières. Partir, plein de chanceux qui prennent soit le bateau ou l'avion pour partir et parcourir le monde. Mais quand tu es petit, tu vis là, tu vis dans ton village. C'est grand, l'île est grande pour toi. Tu vis d'abord dans ton village, dans ta région, après tu vas dans les autres régions, pour toi, c'est un continent. Mais tu sais que en tant que noir africain, tu sais qu'à côté, il y a le grand continent. Il y a déjà la grande île. La grande île, c'est Madagascar, qui est plus grande, que la nôtre. Donc on est dans le canal de Mozambique, entre la Tanzanie et Madagascar, et tu sais que tes origines viennent d'Afrique. Tu sais que tu es bantou, tu sais que voilà, que même en face, la Tanzanie, vous parlez la même langue. Tu sais que tu la langue comorienne que tu parles, ça vient du swahili, et le swahili est parlé dans au moins 20 pays en Afrique. Moi, mais ça petit, j'en avais pas conscience. Comme beaucoup de Comoriens, on n'a pas conscience, on imagine qu'il y a que nous sur nos 4 rochers qui parlons la seule langue que nous comprenons. Mais quand tu voyages, tu te rends compte quand tu arrives au Congo, quand tu arrives au Kenya, en Tanzanie, tu dis: «Ah bon, on parle la même langue et on se comprend». Ah oui, et ça, c'est magique. Tu m'as dit que ton nom, c'était Ahamada Youssouf. Et alors moi, j'entends, et tu peux me corriger si j'ai tort, j'entends des sonorités arabes. Alors, est-ce que tu peux me raconter ce que tu sais de ton nom, qui t'a nommé et pourquoi il y a des sonorités arabes? Alors, il y a plusieurs choses. Alors, je vais commencer par qui m'a nommé. Moi, j'ai grandi sans mes parents. Mes parents, ils étaient en France. Quand je suis né, mon père, ça faisait 6 mois qu'il avait quitté le pays pour découvrir d'autres horizons. Il est passé par Madagascar, La Réunion, après il est arrivé en France, mais c'est tout un voyage qu'il a fait, c'est toute une construction. Moi, j'honore, ces personnes qui sont parties sans savoir lire, sans savoir écrire et partir dans un pays, étranger, même si on a été colonisé par la France. C'était seulement ceux qui habitaient dans la capitale, ceux qui ont été à l'école et qui savaient parler le français, et les gens comme mon père qui ont grandi au village, c'est lire que l'arabe, écrire en arabe parce que l'école coranique est obligatoire. Donc, c'est mon père qui m'a nommé, qui m'a donné ce prénom. Mais c'est, moi quand j'ai ouvert les yeux, le visage paternel qui était là, c'était mon grand-père, qui m'a élevé. Et c'est entre guillemets, je ne veux pas aller plus loin, c'est le beau-père de ma mère, mais pour moi, c'est mon grand-père, c'est mon modèle dans la vie. Le modèle masculin, dans ma vie, c'est Bayem Zebouna. Donc c'est lui le paternel que j'ai vu là, mais je sais que voilà, c'est mon père qui m'a donné ce prénom. Et nous, alors, la petite parenthèse que je mettrai, quand on était colonisé par la France pendant 150 ans, on n'avait pas besoin, nous, enfin, on a la culture, je vais revenir sur le côté arabe, on a la culture arabe, comme ça, de toute façon, là, on a la religion musulmane, on apprend tous à lire, écrire en arabe, tout le monde sait faire. Après, parler, c'est autre chose. C'est quand on passe d'autres niveaux de l'apprentissage au niveau arabe, mais on sait tous lire et écrire. Et du coup, les prénoms, c'est par exemple, on va dire Ahmed ibn Youssouf, donc Ahmed, fils de Youssouf, ibn Ni. Je pense que c'est à partir des années 60 où il y a eu commencé à avoir une bonne émigration comorienne ici en France. Il a fallu rentrer dans, on va dire, dans le dispositif administratif français. Il fallait prendre un nom de famille, ce qui n'existe pas chez nous. Nous sommes une société matriarcale. Ce que je sais, je connais ma lignée matriarcale qui est ma famille. Donc cette lignée-là, elle est là, c'est Moignam Fahaya. C'est même pas la lignée de mon père, c'est la lignée de ma mère. J'appartiens pas en tant que Comorien, enfant comorien, à la famille du père. La famille, à laquelle j'appartiens, où j'ai des responsabilités, c'est la famille de la mère. Donc le nom,
ce qu'on dirait, c'est ma lignée matriarcale, c'est cette lignée qui est gravée en moi. Mais dans l'administration française, il faut le nom paternel. Et du coup, souvent, les premières générations, comme mon père, quand ils sont venus ici, leur nom, par exemple, Ahmed, son prénom, et le prénom de son père, c'est Youssouf. Et du coup, ce nom Youssouf est devenu le nom familial. C'est pour ça que souvent, quand vous rencontrez des Comoriens, de temps en temps, il y en a qui s'appellent Hamada, mais on dit: «Mais Hamada, c'est un nom de famille». Non, parce que c'est un nom de famille, parce qu'à la base, c'était un prénom et Youssouf, c'est pareil. Donc il y en a qui s'appellent Hamada ou Youssouf, tout ça, mais c'est des prénoms qui sont devenus des noms. C'est là l'origine. Après, nous, en tant que Comoriens, c'est un brassage culturel. Là, nous sommes insulaires, nous sommes au croisement de plusieurs cultures dans l'océan Indien. Il y a le côté, proto-malgache qui sont passés avant, mais avant tout, nous sommes bantous. Il y a eu les Arabes, d'abord, qui sont arrivés au 7e siècle, qui ont amené la religion musulmane. Après, il y a aussi toute la culture persane. C'est pour ça qu'on dit souvent, nous sommes des Shiraziens. Shiraz, qui est une ville iranienne, donc on retrouve en Iran. Donc il y a toute cette culture arabe là, et que voilà, il y a ce métissage qui est là, mais on retrouve ça dans la musique. On va retrouver l'aspect des musiques avec des rythmes purement bantous, malgaches, de ce côté mgodo, mais aussi des rythmes arabes, comme le tarab, et avec une grande culture au niveau de la culture soufie. C'est très très vaste. Moi, je peux en parler pendant des heures parce que j'ai fait beaucoup de recherches sur au niveau de ma culture, de la musique. Je fais différents projets qui retracent l'histoire, mais qui visent à valoriser nos musiques et instruments traditionnels. Je suis né aux Comores, mais j'ai grandi en France. Et en grandissant en France, déjà, même quand tu grandis aux Comores, là, on va dire notre histoire, comme dans beaucoup de pays en Afrique, elle est transmise oralement. Du coup, moi, à un moment donné, parce que moi, je suis arrivé en France, je suis resté pendant 16 ans avant de retourner au pays pour différentes raisons, parce que le billet coûte très cher. Je suis arrivé à l'âge de 10 ans, le temps de grandir, commencer à travailler, avoir des moyens de retourner, donc j'ai mis 16 ans. Et quand je suis arrivé, j'étais déjà dans la culture hip-hop, donc c'est ma première culture musicale au-delà des musiques traditionnelles qui m'ont bercé. Et là, quand je suis retourné aux Comores, et je me suis dit: «Tiens, j'ai bien envie d'écrire un texte, musique, une chanson qui parle des Comores». Et là, je me retrouve, je dis: «Mais qu'est-ce que tu vas raconter sur les Comores?» Ouais, tu peux parler de la plage, tu peux parler de la culture, et c'est quoi son histoire? Et c'est là que je me suis rendu compte que je connaissais rien de notre histoire, et pas que moi, des gens de ma génération et même mes parents. Du coup, ce que j'ai fait, je me suis dit: «Bon, puisque la culture, elle est orale, je vais prendre mon cahier, je vais aller voir les anciens et je vais demander qu'ils me racontent notre histoire, l'histoire, du fondement de nos îles, de notre culture». Et j'ai fait ça pendant 2 ans. Dans mon calepin, je prenais, voilà, je collectais les histoires, le récit. J'allais voir plusieurs anciens. La chance que j'ai eue, il y a d'autres, enfin, des historiens de ma génération, certains un peu plus vieux, qui ont commencé à faire ce travail de collectage, de retranscrire sur des livres d'histoire. Du coup, j'ai pu trouver quelques ouvrages qui parlaient de notre histoire. Sultan Chuzur, qui est un historien, un anthropologue, Damir Ben Ali. Voilà, il y a tous ces ouvrages-là qui m'ont permis, en tout cas, de connaître un peu plus de mon histoire. Et ce texte, par exemple, la chanson Comore, tout le monde peut trouver ça sur internet, notamment le clip, la chanson. J'ai mis 5 ans à l'écrire. Souvent, une chanson, je peux mettre, 1 heure, 2 mois ou 3 mois, j'en sais rien. Mais celle-là, j'ai mis 5 ans. J'ai mis 5 ans parce que j'avais envie que, en 3 minutes 30, le format d'une chanson, en tout cas, je peux donner le récit de la construction de nos îles entre la réalité et la légende, parce que les légendes font partie de notre culture, et donner envie aux nouvelles générations et donner envie aux autres non-comoriens d'aller connaître un peu plus notre histoire. Donc il est sorti sur l'album, Être, qui est sorti en 2010. Et en travaillant dessus, mais j'avais commencé à travailler en 99. Il n'était pas sorti, je l'ai travaillé pendant 5 ans et le temps de l'enregistrer, il est sorti en 2010. Donc quand j'ai fini cette chanson, on entend à la fin de la chanson, je me suis rendu compte, mais j'ai dit: «Mais il me faudrait plus d'un album pour parler de mes origines. Il me faudrait plus, qu'un livre». À ce moment-là où il est née l'idée du projet Origine. En fait, un projet qui s'appelle Origine, ça ne peut pas être un projet très rapide qui finit, c'est encore plus. Et tu m'as parlé de ta famille, tu as parlé de ton grand-père, première personne qui représentait cette image masculine, et ensuite de tes parents qui étaient en France. J'aimerais un peu savoir ce qui était valorisé dans ta famille ou dans ton entourage en grandissant. Plusieurs choses, déjà le respect, je pense, et je sais que ce mot aujourd'hui, quand je fais beaucoup de masterclass, des ateliers avec des enfants, avec des adultes, tout ça, mais la base, quand je leur dis toujours, je dis: «La base de notre rencontre, au-delà de l'aspect culturel, musical, c'est le respect». S'il y a un respect mutuel, on fera des très belles choses. Mais tant que ce socle de respect n'est pas là,
on ne peut pas avancer. On peut avoir toute l'inspiration du monde, mais s'il y a pas ce respect installé réciproquement, on n'arrive pas à avancer. Quand je parle de cette figure, paternelle de mon grand-père, moi, c'était quelqu'un d'aimant, de très respectueux et respecté. Mais quand je dis respecté, mais respecté par, les adultes, et quand on est quand ils étaient dans l'agora, mais en même temps respecté par toute la jeunesse. Parce qu'il respectait la jeunesse, il était adoré par la jeunesse. Je pense que c'est ça que je dis, c'est vraiment le modèle, parce qu'aujourd'hui, par exemple, je suis un adulte. Quand je travaille avec des enfants, je les prends pas de haut. Je viens pas là en tant qu'adulte en disant: «Moi, je sais tout, je veux tout vous apprendre». Non, il y a plein de choses à apprendre, de l'enfant. Et si on se respecte, eux, ils respectent l'adulte que je suis et moi, je respecte l'enfant qu'il est, mais l'enfant humain qui est en face de moi, dès qu'on installe ça, pouf! Mais ça, il faut arriver à se mettre au niveau des enfants, dire: «Mais avant tout, oui, je suis un adulte, mais avant tout, j'étais un enfant». Et j'ai cette âme d'enfant. C'est cette âme d'enfant qui me permet de partir dans plein de choses qu'un adulte, tu dirais: «Oh bon, je vais pas me rabaisser à faire ça». Ouais. Mais par contre, pour pouvoir sortir certaines magies, il faut que tu libères ton âme d'enfant. Et je pense, en tout cas, c'est ce grand-père, Mzebouna, qui était, le conteur, l'un des conteurs du village. C'est pour ça, moi, je m'inspire beaucoup du conte. Je viens du hip-hop, donc je me suis par exemple, dans la culture hip-hop, quand cette culture est arrivée en France, je fais partie de la première génération. C'est arrivé, du coup, il y a eu une culture. Avant ça, on écoutait, bon, les hits qui passaient à la radio, on écoutait le disco, on écoutait la variété française. Mais là, d'un coup, il y a une culture. Il y avait le rock alternatif qui était là, le punk, tout ça. Mais d'un coup, il y a une culture qui arrive, culture qui vient de la rue, avec, une musique, une façon de s'habiller, une peinture, parce qu'il y a le graphe, il y a le DJ, une danse, il y avait 4 disciplines dans une culture qui nous parlait. Parmi nous, enfants et jeunes de la rue, chacun a pris, en tout cas l'expression qui parlait le plus, ou ta test un buzz. Et moi, naturellement, c'est l'écriture. Je me suis dit: «Bon, dans tout ça, j'aime bien danser, j'aime bien la musique, mais je sais pas en faire pour l'instant. Mais par contre, je viens d'une culture swahili, culture de l'oralité, bah, il faut que j'utilisais». Donc je commençais à écrire, à faire ma musique, et je sais que déjà j'étais un peu en décalage avec les autres dans cette culture-là, mais j'ai toujours été entre guillemets «un électron libre». J'ai toujours été, quelqu'un d'assez curieux. À l'époque, j'avais une houppette, j'avais des Doc Martens. J'avais une petite houppette, j'avais des Doc Martens vertes. Doc Martens, il y avait que les ska, les punks qui s'habillaient comme ça. Un rappeur, c'était les baskets. Puis j'écoutais du Nuève avant ça, j'écoutais du Bad Kev, j'écoutais toutes ces musiques-là parce que j'avais des copains qui écoutaient ça. En même temps, j'adorais cette culture hip-hop. Et c'est une curiosité que j'ai gardée, qui me permet aujourd'hui de m'ouvrir dans plein d'horizons quand j'ai envie de travailler. Quand c'est artistique, quand c'est bien fait, après, c'est des expressions pour raconter quelque chose avec. Et conte, parce que le conte fait partie de la culture comorienne. Nous, on n'avait pas de télévision dans ma génération. Aujourd'hui, il y a plein de télévisions, il y a plein de téléphones. Mais dans ma génération, le soir, quand il y avait le soleil se coucher, la lune se levait, on se disait: «Allez, ce soir, où on va aller écouter les contes? Chez tel grand-père, à celui qui raconte les contes avec les sorciers, avec les monstres. Non, 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 on va aller chez tel grand-père, celui qui raconte les contes avec les djinns. Ah non, 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 l'autre qui raconte de telle manière». Et on voyageait comme ça, enfin, on voyageait, on partait de quartier en quartier. Dans chaque quartier, il y avait un conteur ou une conteuse. Et moi, mon grand-père, c'était vraiment le conteur de mon petit quartier. Les villageois, en tout cas les gens du quartier, ont construit un petit banc qui était là. Et en face, on avait un petit bac à sable. Et on était impatients que le soleil se couche, qu'on s'assoit et qu'il nous raconte. Donc, j'ai cette culture du conte transmise par mon grand-père. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cet aspect du respect que j'ai hérité de lui, ce côté modèle que tu peux être aussi bien avec les enfants, aussi bien avec les adultes, tant qu'il y a ce respect-là. Mais il y a aussi cette culture du conte, du récit qui m'a transmis, bien sûr. Alors je t'entendais justement nommer ton grand-père en disant Mzee c'est-à-dire, ça veut dire vieil homme en swahili. Et alors, une fois, ouais, j'ai eu la chance, là en plus, je profite pour parler d'une personne qui on vient de perdre, et qui s'appelle Docteur Cash, est l'un des pionniers du rap congolais. Alors, il vient juste de disparaître, et c'est une personne avec laquelle j'ai travaillé au Congo. On a fait, le titre, Kinshasa avec, le Bauta Kin, qui est un super morceau. Et du coup, j'ai eu la chance d'aller, en 2005-2007 à Kinshasa, faire des concerts, des ateliers. Bah, j'étais à Kinshasa, à un moment donné, il fallait que j'aille à Lubumbashi. Lubumbashi, c'est le côté swahiliphone du Congo. À Kin, on parle plus lingala, on parle un petit peu de swahili.
Mais vers Lubumbashi, là, on parle, vraiment swahili, même si on parle, lingala. Et là, j'étais dans un hôtel, et la fenêtre, elle donnait sur une cour avec un grand manguier qui était là. Mais là, moi, déjà, la première fois que je suis arrivé au Congo, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que c'était la première fois où j'arrivais sur le continent. Ah ouais, c'est vraiment la première. Et ça, peut-être que les gens ne peuvent pas se rendre compte qu'il y a un changement quand tu arrives sur la terre du continent, terre avec de la poussière. Au Comores, c'est pareil, mais c'est autre chose. Tu as l'aspect insulaire. Là, quand tu arrives sur le continent, tu sais que tes origines viennent de là. Tu le sais et là, tu le sens. Tu le sens, surtout en tant que Bantou, tu sais, on vient de là, tu sens que tu viens de là. Donc, bon, voilà, il y a plein de choses que toi, tu ne contrôles pas. Ils vont dans ton corps, dans ton esprit, dans tes origines. Il y a quelque chose qui parle. Et après, donc, quand j'étais à Zine, moi, j'étais dans ma chambre et j'ai l'impression de vivre avec eux. J'ai l'impression d'être, voilà, de retrouver une partie de moi, cet endroit-là. Je n'étais pas au Comores, mais il y avait plein de choses que je trouvais que c'était comme chez moi. Et il y avait un gardien qui était là. Et moi, j'ai perdu mon grand-père quand je suis 2 ans après, quand je suis arrivé en France, donc je l'ai perdu très tôt. Je l'ai plus revu, ma grand-mère pareil. Ceux qui m'ont élevé quelque part, parce que mes parents, je les ai rencontrés, surtout ma mère, à l'âge de 10 ans quand je suis arrivé en France. Hein. Voilà, ça c'est une parenthèse. Et du coup, il y avait donc ce gardien de l'hôtel qui me faisait penser à mon grand-père. Il avait le même visage, il était tout. Et là-bas, donc quand tu arrives notamment à Lubumbashi, il y a beaucoup de gens qui s'appellent Mzé. Et Mzé, là c'est pas, je dis, ah, en fait, la personne, elle ressemble à mon grand-père. En plus, on l'appelle Mzé comme Mzébuna. Et je sais, nous, au Comores, toi, on est vraiment assez métissés. Il y a de tout. Pas dans une famille, par exemple, tu vas voir ma tante qui m'a élevé, donc la fille de Mzébuna, c'est l'aspect bantou, bantou, bantou. Visage des traits africain bantou, parce qu'africain, africain, mais là, c'est africain du bantou. Et tu vois, à côté, ma mère, qui est très claire, on dirait une yéménite. Quand tu la regardes, c'est une yéménite. Et ma tante, qui a pris le trait de mon, on va dire, mon grand-père, celui qui est le père de ma mère, lui qui est d'origine indienne, de l'Inde du Nord, mon autre tante, les trois sœurs se ressemblent pas. L'autre, elle a les cheveux raides, noirs comme la couleur de l'Inde. Un brassage culturel et de tout qu'on retrouve même dans une seule famille. Mais ce grand-père-là, là, quand j'arrive au Congo, j'ai dit: «Je viens de là, cette personne-là que j'admire», je suis allé le voir, hein. Je suis allé voir la personne, j'ai dit: «Mais vous faites tous les matins, je vous vois, je vous parle, vous me faites penser à mon grand-père Mzebouna». Oh, Et on c'est l'appelait beau. Nzé lui aussi. We are all Africans. We are all Africans. We are all Africans. Oui, d'abord, il y a cette sorte de terre retrouvée en posant les pieds sur le continent et dans une région où on parle la même langue, où il y a des choses qui ressemblent, des choses qui sont différentes. Il y a quelque chose dont j'aimerais qu'on parle. C'est que les Comores sont souvent absentes dans l'imaginaire africain. Est-ce que c'est à cause du brassage culturel? À quel moment tu t'es senti africain? J'ai toujours été africain dans ma tête, même s'il y a la culture musulmane qui est là, même s'il y a beaucoup de métissage arabe aussi, mais il y a ce métissage arabe aussi, il y a l'aspect indien qui est là. Mais l'aspect africain, moi, j'ai toujours été convaincu que même s'il y a tout ce brassage, le premier peuple, après, j'ai raison ou j'ai tort, mais j'ai toujours pensé que ces îles-là, elles étaient collées à l'Afrique, donc le premier peuple est noir. Après, il y a eu l'esclavage. L'esclavage, il y a eu ce brassage aussi des Arabes qui sont venus, ils sont venus avec la religion, et aussi, il y a l'aspect dominant. Ils ont transmis une écriture, ils ont transmis un certain savoir qui est là, qui fait partie de nous. Faut pas le rejeter, loin de là. Et ce qui est souvent dommage, je pense, chez l'Africain que nous sommes, que ce soit par rapport à la culture arabe ou par rapport à la culture française, parce qu'on a été colonisé pendant 50, 150 ans, c'est des gens qui ont amené un certain savoir. Et ça ne veut pas dire qu'avant ça, il n'y avait pas un savoir africain. Ça ne veut pas dire qu'avant ça, il n'y avait pas de chefferies l'aspect africain. Mais on a tendance à glorifier les apports arabes ou l'apport français. Pour te donner un exemple, quand tu es bien éduqué, quand tu es instruit, quand tu es beau, quand tu es ce que tu veux, on dire: «Aïe, ouais, c'est arabe». C'est-à-dire: «Oh, tu es comme un arabe». Tu vois? Rien que dans l'imaginaire, tu imagines dans la construction de l'être comorien que nous sommes, que quand tu es bien, quand tu es beau, quand tu es instruit, ah ben, tu es comme un arabe.
C'est-à-dire, c'est l'arabe qui est beau, glorifié et ça, qu'on le veuille ou non, ça met de côté l'aspect africain que nous sommes avant tout et ça, de toute façon, c'est un sujet tabou, mais il faut qu'on le dise entre nous déjà en tant qu'Africains. L'esclavage, souvent, elle est mentale. Même si l'esclavage des chaînes est parti, mais l'esclavage mental a duré longtemps. La colonisation mentale est toujours présente. C'est à nous de nous libérer de ces chaînes et de ces chaînes au niveau mental aussi. Pourquoi je vais, par exemple, très souvent, tu diras, en tout cas, moi je parle du peuple comorien parce que c'est là où j'ai grandi et on va certains vont chercher, une descendance arabe jusqu'à aller au prophète. Ils vont dire: «Oh on appelle ça des shérifs, nin Hein, Ils hein. vont se retrouver des lignées jusqu'à être descendants du prophète. Ça ne veut pas dire qu'il y en a pas plein qui ont des métissages arabes. Il y en a plein, surtout quand tu arrives sur l'île d'Anjouan aux Comores, nous avons 4 îles. 4 îles, donc il y a Anjouan, il y a Mayotte qui est sous administration française, il y a Moélie et il y a la Grande Comore. Chaque île a sa spécificité et notamment sur l'île d'Anjouan qu'avant la colonisation, c'était genre de capitale parce que c'était là où il y avait un grand port au niveau des bateaux qui venaient de mer, de navigateurs arabes occidentaux qui sont, arrivés là. Anjouan plus qu'ailleurs, il y a un grand métissage au niveau, avec les Arabes et à la Grande Comore, sur une région qui s'appelle Mitsamehuli, il y a un grand métissage avec les Arabes et ce sont eux, par exemple, Zanzibar, on a la même culture que le Comore. On parle à Zanzibar, on parle la même langue. Quand tu vois un Zanzibarite et un Comorien, on s'habille avec le kandou, on met le kofia, on parle la même langue, on mange la même chose. Donc, comme on dit chez Kabila Nzima, nous sommes un seul peuple avec les Zanzibarites. Même au niveau historique, la révolution comorienne, comme elle est arrivée, a été préparée à Zanzibar. Il y a eu plein d'histoires qui sont arrivées. Et du coup, une partie de ces métis arabes comoriens qui ont été à Mitsamehuli, beaucoup ont été à Zanzibar. C'est pour ça que quand il y a eu la révolution de Zanzibar, des Africains, des Tanzaniens, qui ont fait la révolution contre les sultans d'Oman, parce que Zanzibar, c'était dirigé par le sultan d'Oman. Et du coup, quand il y a eu la révolution en 1964, il y a eu, c'est la première, on va dire, c'est la première catastrophe que les Comoriens ont vécue avant Madagascar. C'est-à-dire, à ce moment-là, on dit, bah, vous les Comoriens, vous êtes les seconds des Arabes, parce qu'il y avait les Arabes qui étaient au pouvoir. Leurs seconds, c'était les Comoriens qui étaient là, qui étaient lettrés et tout ça, qui avaient certains postes. Jusqu'à aujourd'hui, certains sont très bien là-bas. Et du coup, quand il y a eu la révolution, on dit, soit vous partez en même temps que les Arabes, soit vous restez tranquille, mais du coup, il y a eu beaucoup de Comoriens qui sont obligés de rentrer aux Comores. Mais là, enfin, des Zanzibaris d'origine comorienne qui sont obligés de rentrer aux Comores. Mais là, il y avait pas eu, c'était pas sanglant. Là où ça a été sanglant, c'est la création. Par exemple, peut-être qu'on aura le temps de venir parler de ça, mais je suis très bavard, hein, comme tu vois. Très bien. Il y a la création Sabena, ma dernière création que je viens de réaliser en 2022 avec laquelle je tourne, où je parle de la tragédie des Comoriens de Majunga. Majunga, c'est une ville au nord de Madagascar, en 1967, donc il y a 50 ans, en 2 jours, il y a eu un massacre de 2000 Comoriens à la machette et ça a un lien, quelque part avec Zanzibar. J'essaie de faire court. Pourquoi? Parce que pourquoi c'est arrivé à Majunga? Pourquoi c'est pas arrivé à Tana? Pourquoi c'est pas arrivé en bas? Parce que Majunga a une histoire différente avec les autres villes, parce que les fondateurs de cette ville, c'est vraiment la ville musulmane par rapport aux autres villes malgaches. Parce qu'elle a été fondée par ce qu'on appelle les Antalaota. Les Antalaota sont des métis bantous arabes, donc des Zanzibarites, qui ont fondé cette ville. Et quand les Comoriens sont arrivés, on les a assimilés avec les Antalaota. C'est devenu, et c'était un tiers des habitants de la ville de Majunga étaient comoriennes. C'est-à-dire comoriens, Antalaota, Zanzibarites, comoriens. Même pour la petite histoire, quand tu vas dans la mairie de Majunga, tout est écrit en swahili. Tout est écrit en swahili et enfin, les dessins sur les murs, c'est des gens avec des kofiyas, avec des kandous. Et c'est ça qui a amené que le Comorien qui avait un certain pouvoir politique, un certain pouvoir culturel, certain pouvoir est devenu le bouc émissaire quand il y a eu avec l'histoire de Colin Sec. Non, mais ça a un lien avec les deux. Et encore plus, alors ceux qui ont connu, là je reviens sur les Comores, pendant la colonisation, ceux qui ont eu la chance d'aller à l'école, de devenir lettrés, pas le côté lettré, on est tous, enfin lettrés, on sait tous écrire et lire, mais on ne sait pas tous parler. Mais par Mmh. contre, il y a ceux qui ont eu la chance d'aller à l'école française, apprendre à lire et à parler. Donc eux sont encore mieux vus. On a toujours plus valorisé l'appartenance arabe ou mzungu, ce que tu veux, en tout cas ceux qui ont entre guillemets mené certaines civilisations, on a souvent malheureusement dénigré l'aspect africain.
Parce que entre nous, l'esclavage, il y a eu l'esclavage avec les Arabes et tout ça, à la colonisation après. Mais même entre nous, il y a eu de l'esclavage. Entre Noirs, il y a de l'esclavage. Rien que dans mon village, après, il faut sortir des tabous, il faut dire les choses. En tout cas, moi, en tant qu'artiste, c'est de dire ça. Dans mon village, tu vas trouver des gens, tu veux dire, on appelle ça Mtwana. Mtwana, ce sont, on va dire, c'est les serviteurs. Parce que c'est Mmh. des gens qui ont été pris sur le continent, vers la Tanzanie, qui ont été de Pemba ou autres. Mais quand je dis ça, ça remonte pas, c'est le début des années 1900, même après, hein, qu'on les a pris comme serviteurs, qui sont venus. Et du coup, c'est une certaine caste. Ces gens-là, tu les reconnais, qui sont là, on se dit, ah, ouais, ça, c'est des Mtwana. Déjà, on fait la différence entre les shérifs, Comoriens et les Mtwana. Donc, c'est cette valorisation de l'être africain, c'est pas qu'aux Comores, je pense. On n'a pas eu encore. C'est à que maintenant, il y a une nouvelle génération. Je pense, quand tu regardes la CAN aujourd'hui, par exemple, valorisation de force africaine, envie d'appartenance à à revendiquer ses racines africaines, notamment les enfants métis qui sont nés ici. Aujourd'hui, il y a ce travail, mais ça a été long. Mais avant, quand on revient dans les années 80-70, cette valorisation de l'être africain, de l'appartenance africaine, elle n'a pas été assez valorisée. C'est aujourd'hui, grâce à des choses comme la CAN, comme le foot et autres, qui a une vitrine mondiale, où les enfants s'attachent à cette appartenance africaine. Il y a effectivement le sport qui a toujours été là, mais il y a quelque chose dans la narration sportive qui est un peu différente. Il y a peut-être le rêve de voir des jeunes Africains qui gagnent énormément d'argent quand ils jouent à l'étranger, donc ça donne une image du continent aussi. Et effectivement, l'art et les artistes qui ont toujours été là, mais peut-être avec les différents moyens de communication, ça passe mieux. Peut-être aussi que cette narration il y a pas que la souffrance, la difficulté, le chaos. Le fait que la narration bouge vers des choses où on parle de ce qui est magnifique, c'est peut-être aussi ça qui aide les nouvelles générations à se dire dans les endroits où ils vivent et où les mentalités sont rigides et étriquées, là, il y a une espèce de nouvelle possibilité d'ouvrir leur identité. Et je me dis justement dans ce travail qui et je me dis justement dans ce travail qui contribue à la valorisation du fait d'être africain, énormément de ressources culturelles, historiques, énormément de ressources culturelles, l'histoire qui est complexe avec beaucoup de nuances, beaucoup d'apprentissage, J'aimerais parler de toi, de ton artistique. En regardant et en écoutant ce que tu fais et en t'écoutant même là, je trouve que ton travail est très incarné. J'aimerais savoir comment les langues vivent dans ton corps et dans ton esprit. Le français, le shikomori, le silence, le souffle. Et tu parlais de quand tu étais petit dans le hip-hop. Tu n'utilisais pas d'instrument. Enfin, tu ne savais pas jouer d'instrument. Toi, tu as choisi l'écriture, mais là, tu es en train de jouer un instrument. Avant qu'on commence l'enregistrement, tu jouais d'un instrument. Donc j'aimerais que tu me racontes un peu tout ça. Comment tu es passé de celui qui ne joue d'aucun instrument à part sa voix, à celui qui joue de plusieurs instruments et de sa voix? Coup, quand j'ai fait l'album, notamment le morceau Comores, j'ai dit: «Là, il me faudrait plus qu'un album, plus qu'un livre pour raconter mes origines». Donc j'ai eu l'idée de me dire: «Bon, il faut monter un grand projet, ça va prendre du temps, il faut trouver des financements, aller en tout cas partir avec une équipe dans toutes mes îles pour composer les musiques avec les musiques et instruments traditionnels de chez moi». J'ai en tout cas ces musiques qui m'ont bercé, ces rythmes qui m'ont bercé avec cette culture hip-hop dans laquelle j'ai grandi. Je serai jamais meilleur qu'un Américain qui est en travaillant sur le jazz. Si je prends le jazz, lui, il a été bercé, nourri par le jazz, la soul, funk, qui sont ses musiques. J'ai dit: «Mais moi, j'ai pas été bercé par ça, je les ai rencontrées ces musiques». Mais par contre, si je vais puiser dans les musiques traditionnelles, Djaliko, les Touareg, le Mgodo, Sambé, je dis: «Ces musiques-là, elles sont en moi». Quand j'entends ces musiques, mon corps vibre, il y a plein et il y a une maîtrise. Maintenant, le travail, c'est d'arriver à prendre cette maîtrise-là de ces musiques traditionnelles, mélanger avec cette culture hip-hop dans laquelle je viens et donner quelque chose de spécifique, d'une couleur assez originale qui m'appartient.
Je dis: «Mais pour ce faire, du coup, on va commencer par quoi?» J'avais envie d'être autonome parce que c'est des grands projets. Donc je suis retourné à l'école. Je suis retourné à l'école avec, j'avais déjà sorti quelques albums et je suis allé dans une école qui s'appelle l'IMFP, Institut de formation musicale professionnelle à Salon-de-Provence. Je suis allé me former en tant qu'ingé son. C'est-à-dire, je suis arrivé là-bas en leur disant: «J'ai un projet qui s'appelle Origine. J'ai envie d'être capable de partir avec mon studio mobile dans mon sac, avec une équipe, partir sur toutes les îles là, enregistrer avec différents musiciens, avec différents instruments et réaliser cet album Origine». Donc, je suis allé là-bas, j'ai fini, la formation fin 2025. Mais là, il restait l'aspect chercher des financements parce que réaliser ce genre de projet avec une équipe, dans toutes ces îles, les voyages, l'hébergement, payer les artistes, le temps d'imaginer le projet, de concevoir l'ingénierie des dossiers, des projets. On a commencé à réaliser ce projet en 2010. En 2010, on est parti avec ma compagne qui, à l'époque, travaillait avec moi dans la structure qui était, je pense qu'on s'est rencontrés direct, je parlais de ce projet Origine et elle a accroché direct et on a mis le temps qu'il fallait. J'avais d'autres projets à côté, mais on a travaillé en amont pour préparer ce projet. Et quand on est parti, on avait notre enfant qui avait 2 ans, il est parti avec nous. Donc c'était vraiment le côté: «On va travailler ce projet Origine. Viens mon enfant, je t'amène dans les origines, dans nos origines». Moi, par exemple, je connaissais que mon île natale, la Grande Comore, Ngazidja. J'avais jamais eu l'occasion, comme beaucoup de Comoriens, d'aller sur les autres îles. Donc je venais découvrir Mayotte, Anjouan, Mouéli avec ma famille et ma compagne, la chance que j'ai eue, c'est qu'elle est historienne archéologue. Du coup, elle m'a amené une méthodologie de travail parce qu'au-delà de la musique, il y a tout le travail historique, qu'on a réalisé sur ce projet-là, qui est un triptyque où on a réussi à monter ce projet-là. L'idée, c'était des résidences de composition, de musique, si un travail culturel. Après, en fait, dans ce projet-là, il y a un album réalisé à travers des résidences. L'idée, c'est qu'on arrive en 10 jours. J'avais choisi les artistes déjà en France parce que c'est des artistes que j'écoutais, c'était soit par rapport aux instruments traditionnels qu'ils jouent, ou sinon par rapport à leur voix, ce que j'aimais bien. Quand j'arrivais, il y avait une équipe qui était là. En 10 jours, il fallait composer, répéter, enregistrer, faire un concert, prendre l'avion, aller sur une autre île. Une autre île qui ah ouais, c'était magique, hein, c'était magique. De toute façon, pour moi, c'est le projet de ma vie et après, ça a été le projet de ma vie parce que j'ai mis du temps à construire ça et quand je l'ai construit, il y a beaucoup de gens qui disent: «Mais, je vais jamais arriver à réaliser ce genre de projet». J'ai dit: «Non, moi, je suis quelqu'un de patient, persévérant». Ça, je sais que le temps, c'est le temps qui donne la vérité après. Tu peux avoir plein d'envie, mais si c'est le temps. Parfois, il y a des gens qui vont mentir, qui vont et le temps va ouvrir la vérité et c'est pareil, avec le temps, il y a ceux qui, s'ils sont juste là par, opportunisme, ils vont s'arrêter à un moment donné parce que tu peux pas durer dans le temps. Mais si tu es là par conviction et par passion, tu vas rester quelles que soient les vagues qui vont venir te pousser. Tu vas rester parce que tu es convaincu, tu es passionné, tu sais que tu es pas éternel, mais tu as un chemin. Du coup, quand on a réalisé, ce projet, on s'est dit: «Il y a l'aspect album que vous enregistrez sur tous ces endroits-là, qu'après ça va sortir». Là, je me suis dit: «Bon, pour le live, comment on fait?» Je vais pas jouer juste avec les artistes qui sont en France. Donc je me suis dit: «De toute façon, je vais en choisir 2 des musiciens de l'océan Indien, un de Zanzibar, mais qui jouent tous les instruments». Quand je dis c'est il y a des génies dans ce monde. Ils jouent tous les instruments du monde et quand je dis ils jouent aussi bien du violon, aussi bien du violoncelle, aussi bien de qanoun, aussi bien de percussion. Il s'appelle Mohamed Issa Matwana. Lui, quand je l'ai vu la première fois à Zanzibar, j'ai dit: «Mais toi, tu vas venir avec moi, toi». Et j'ai choisi un autre artiste qui s'appelle, mais c'est pareil, lui, c'est une perle, qui s'appelle Soubi. Soubi, qui est le maître, qui est l'inventeur de cet instrument. Tu me voyais jouer tout à l'heure. C'est lui qui a inventé cet instrument. Je peux te jouer quelques notes juste pour voir. Voilà, je peux jouer pendant des heures et des heures, mais c'est lui qui a inventé cet instrument qui s'appelle le dzenzé, on construit de façon artisanale, construit avec du bois de contreplaqué qu'on a récupéré, des fils de pêche et avec des clés de guitare qu'on a récupérées, pareil, qui donc a une caisse de résonance. Et cet instrument n'existait pas. Alors moi, j'ai une petite vidéo, il raconte, même il m'a souvent raconté comment il a créé ça. En fait, c'est un instrument qui s'appelle le dzenzé, c'est une petite sitar qui est inspirée du vali malgache. Et Vadi malgache, c'est tubulaire avec une tige de bambou, avec des, fils de fer. Et lui, le dzenzé, par exemple, de Soubi, c'est avec des fils de fer. Quand je dis fils de fer, c'est des fils de câble de vélo. Ça sonne un peu métallique. Lui, il adore ça, j'aime bien. Mais moi, j'aime bien le côté aquatique là de c'est pour ça que je peux faire donc avec les fils de pêche. Mais c'est lui qui a inventé cet instrument. Là, il me dit souvent, il me dit: «Mais vous, maintenant,
Vous regardez sur internet, vous regardez comment on joue et vous apprenez. Je dis: «Mais moi, il y a personne pour m'apprendre». J'ai découvert cet instrument, j'ai entendu un son à la radio, je suis allé voir un ancien, j'ai dit: «Mais c'est quoi cet instrument que j'ai entendu sur une musique, malgache là?» Il lui a dit: «Ouais, c'est le vali, mais je te construirai un autre instrument». Donc on lui avait donné, c'est à l'époque révolutionnaire, une plaque de contreplaqué pour amener dans une école pour que ça serve de tableau pour écrire. Et lui, ce qu'il a fait, il a donné à un menuisier, il a dit: «Fabrique-moi cet instrument». Et c'est là qu'il a inventé le dzenzé. Et donc j'ai fait venir donc Soubi. J'ai choisi Soubi parce que Soubi, il joue le dzenzé, mais il joue aussi le gabous. Le gabous qui est un luth, d'origine yéménite. Ça, c'est vraiment l'héritage, yéménite et c'est un peu l'ancêtre du oud. C'est le gabous et du coup, Sobi, je l'ai fait venir avec ces 2 instruments et qu'une voix, il a une voix unique et presque une voix de tête qui est assez magique. Donc j'ai choisi les 2. Ils sont venus, on a fait plusieurs résidences mélangées avec d'autres artistes d'ici. On a fait plus de 80 dates en 2 ans. Et à un moment donné, j'avais fait venir un bassiste comorien plus un batteur irlandais. On est allé aux Comores, on a tourné de partout. Mais à la fin, j'ai gardé on va dire l'essence. On a fait un trio. Donc avec les 2 là et avec lesquels on a beaucoup tourné parce que je suis resté sur l'aspect traditionnel. Parallèlement à ça, on a créé une création, toujours parce que c'était un triptyque origine, une création qui s'appelle Les Chants de la Mer. Là, du basé, j'ai fait tout un collectage de berceuses comoriennes. Autant le conte fait partie de la culture comorienne, autant les berceuses, il y a pas un enfant qui n'a pas été bercé aux Comores. Donc il y a des berceuses traditionnelles que tout le monde connaît aux Comores. J'ai pu les collecter, donc on peut les collecter chez les grands-mères, il y a des personnes qui les chantent. Donc j'ai collecté ça et j'ai fait une création jeune public, une conte musicale, les berceuses comoriennes. Et à côté de ça, j'ai fait une, création, on va dire, une performance qui s'appelle, le vaisseau voyageur. Là, du coup, je me suis inspiré de la culture soufie des Comores parce qu'il y a une grande culture soufie et du coup, c'est des joutes verbales qui datent du Moyen Âge que j'ai déclamé, que je commence à écrire et avec la culture soufie, avec ces chants, on appelle ça des nyandous, qu'on retrouve beaucoup à Mayotte. C'est des chants, des louanges aux prophètes qu'on chante en comorien ou en arabe, mais tout avec une danse synchronisée. Les femmes sont super bien habillées, maquillées, c'est au millimètre près, synchronisé, façon nonchalante. C'est excellent. Mélangé avec et ça, l'idée, c'était de mélanger aussi avec un groupe d'hommes originaires là, du coup, de la Grande Comore. Les femmes étaient originaires de Mayotte et les hommes de la Grande Comore et eux qui chantent des qasida. Par les qasida, c'est un peu comme les chants que les femmes chantaient, le débat. Voilà, la culture des femmes s'appelle le débat et les hommes, c'est les qasida. C'est la même chose, sauf que là, il y a pas cet aspect danse synchronisé. Eux chantent en comorien, je les ai mélangés, on était plus de 30 sur scène et c'était tout un travail de valorisation. Ouais, on a voyagé de partout en France et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui m'appellent encore pour programmer cette création, mais j'ai dit: «C'était une aventure humaine» parce que dans cette création, il y avait autant donc il y avait des mamans, il y avait les grands-mères, les mamans, les enfants. Les grands-mères jouaient aux percussions, les jeunes filles dansaient, mais entre-temps, maintenant, les jeunes filles sont devenues des femmes et aujourd'hui, nous demandent la création. J'ai dit: «Non, restons sur quelque chose de magique». C'était magique, on a eu même des pleines pages sur Libération. C'était vraiment assez magique. Je dis: «Restons sur ce beau projet, ça ne sert à rien d'essayer de réchauffer parce qu'on n'a plus la même énergie, c'est plus le même moment». Mais voilà et parallèlement, pour finir, parallèlement à toute cette création, toujours dans l'idée de valorisation de l'histoire et de la culture, avec mon ami le regretté Salima Tubou, qui est un auteur franco-comorien, l'un des meilleurs auteurs comoriens. C'était vraiment mon voisin, mon ami avec lequel je travaillais, a fait des rendez-vous littéraires mensuels. Tous les mois, pendant 1 an, on avait des rendez-vous littéraires dans un théâtre qui s'appelle Théâtre Touska à Marseille. À chaque fois, une thématique différente. Donc à chaque fois, le public changeait par rapport à la thématique qu'on traitait et c'était assez chouette. C'était vraiment tout un travail de valorisation, faire connaître la culture comorienne, aussi la richesse culturelle et musicale et aussi faire connaître nos instruments traditionnels. C'est ça, c'était vraiment un travail que j'avais dans la tête. Oui, Kora, le oud, tout le monde connaît. Pourquoi on ne va pas connaître le gabous? Pourquoi on ne va pas connaître le dendé? Je dis, en les mélangeant avec la musique contemporaine ou la musique actuelle dans laquelle je suis, ça peut donner envie aux nouvelles générations de s'y mettre. Quand je suis arrivé aux Comores à l'époque, il y avait aucun groupe, les artistes là-bas, ceux qui étaient dans la folk, enfin dans le folk, ceux qui étaient dans le rap, ils s'inspiraient des États-Unis ou de la France. Personne qui utilisait il y avait la musique traditionnelle à côté et musique actuelle et je leur disais: «Mais vous vous rendez pas compte de la richesse que nous avons? Pourquoi vous mélangez pas
ces instruments, rythmes traditionnels que nous avons avec vos musiques. Mais ils osaient pas passer parce qu'ils osaient pas passer le cap en se disant: «Non, on va nous regarder façon marginale, on a envie d'être, parmi les autres qui marchent». Et aujourd'hui, l'une de mes grandes fiertés, même si la reconnaissance peut-être elle viendra plus tard quand je serai mort, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes, qui mélangent, enfin les rythmes traditionnels avec la musique urbaine ou le folk et qui utilisent aussi les instruments traditionnels, des Comores. Et même à Mayotte, où je travaille très souvent, il y a le cham, c'est des formations musicales. Maintenant, ils fabriquent ces instruments-là et ces instruments sont enseignés même au collège depuis le projet Origine qu'on a fait. Quelque part, on a mis une petite pierre à l'édifice et les choses, avancent en tout cas sur l'aspect valorisation de notre culture, musique et de notre histoire aussi. Alors c'est un grand voyage, commencé en 2002, retourner à l'école, d'aller sur place. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de transmissions, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de difficultés aussi, je pense. Parce qu'il faut le financer, travailler avec d'autres gens, ce n'est pas nécessairement facile. Faire des tournées avec des Africains en dehors de l'Afrique, c'est compliqué. En fait, il faut avoir la passion, mais aussi il faut avoir cette idée de changer quelque chose, d'apporter quelque chose, de faire se connaître et se rencontrer différents univers. Et je me demande, donc ça fait 13 ans que tu as enclenché ce processus. En 2026, toi, tu en es où dans ce cheminement? Je pense que le projet Origine m'a ouvert beaucoup de portes. Ce que je dis au début, quand je parlais de ce projet-là, je me même quand j'allais devant des financeurs, ils me disaient: «Mais tu arriverais jamais, c'est impossible». Tout à l'heure, quand tu disais, cette histoire de monter des dossiers de projets, tu arrives, bon, tu vas le défendre, tu penses que c'est bon, bouf, non, tu as pas ce que tu demandes. Beaucoup de gens, à ce moment-là, ils disent: «Ah, c'est bon, allez, je laisse». Non, mais quand tu es convaincu, tu dis: «On s'écroule, mais on va pas rester allongé». Il y a une porte qui s'est fermée, une autre qui s'est fermée. Où sont les autres fenêtres? C'est chercher les fenêtres, plus les portes, mais les fenêtres. Et quand tu es vraiment habité comme ça, que j'ai toujours eu l'idée, je sais que je suis là aujourd'hui, que demain je serai plus là, peut-être même à mon réveillant. Donc tu te dis: «Bon, de toute façon que tu fasses, la vie n'est pas éternelle». Donc pendant que tu es là, c'est de faire ce que tu peux en mettant en tout cas le maximum. Que tu y arrives, tant mieux. Si tu n'y arrives pas, ce n'est pas grave, il y a pas mort d'homme. Mais par contre, il faut pas dormir avec des regrets en disant: Si j'étais allé vraiment jusqu'au bout, je serais arrivé». Va jusqu'au bout. Tu y arrives, tant mieux. Tu n'y arrives pas, c'est pas grave, mais il y a pas de regret. Je pense que c'est ça qui m'a toujours donné une certaine force, qui m'a permis de réaliser des grands projets. Et aujourd'hui, par exemple, sur ce projet-là, avant, moi, on m'a toujours mis l'étiquette Hamada, c'est du rap. Donc, quand j'essayais de venir, par exemple, dans le monde, aujourd'hui, là où je tourne le plus, c'est dans l'univers des musiques du monde. Mais quand tu essaies de venir vers la musique du monde, notamment, tu te dis non, non, lui, c'est du rap. Tu as cette étiquette, tu viens du rap. Oui, c'est vrai, je viens du rap. J'ai eu la chance de tourner avec des groupes avec Troisième Œil, qui sont mes amis d'enfance avec lesquels on a grandi dans la rue. Mais j'ai cette ouverture vers les musiques du monde. Mais ils avaient du mal à ouvrir la voie. Mais quand je suis arrivé, par exemple, avec le projet qui était vraiment traditionnel, et traditionnel, même origine, c'était un mélange. Certains ont compris, ils m'ont ouvert les portes. Mais le vaisseau voyageur, le projet dont je parlais, ça, je pense que, je ne vais pas dire ça a mis une claque. Les gens ne s'attendaient pas de ce gars qui vient du rap, de rue, de tout ça, qui va réaliser tout un projet à côté, à plein de choses. Et là, ce truc traditionnel, soufi, de grande envergure en plus, avec des amateurs, mais qui les rend professionnels. On arrivait de partout, nous étions les têtes d'affiche. Et en plus, on n'était pas 3, on était 30 sur scène. Et là, à chaque fois, les gens qui voyaient ça, se dit: «Ah! Qu'est-ce que c'est?» Mais en plus, les gens, quand ils découvrent le débat, quand ça chante, les gens, ils hallucinaient. Ils ont dit: «Ah, OK, il est des nôtres». Il était net. On peut l'ouvrir la porte des musiques du monde, des musiques traditionnelles. Et du coup, voilà, j'ai pu rentrer dedans, mais comme je t'ai dit, je suis très curieux. Quand je dis je suis curieux, je viens du hip-hop. Quand je viens du hip-hop, je commence à composer avec des machines. Oui. C'est-à-dire, je suis vraiment la première génération. Aujourd'hui, les jeunes avec l'ordinateur, ils ont plein de plugins, hein. Mais nous, à l'époque, tu avais un petit sampler où il y avait pas beaucoup de mémoire. On n'avait pas les ordinateurs qu'on avait, c'était les Atari. Ah oui, Atari à noir et blanc. Ça, c'était les ah oui, là, séquences.
avec ça, il fallait que tu fasses la musique et pour faire de la musique, il fallait être un passionné. Donc je viens de cet apprentissage autodidacte, bidouillé, sans connaissance musicale, mais par contre, on avait envie de faire de la musique, on écoutait les Américains. Je dis: «Comment ils font?» Au début, on rappait sur des faces B. Je me suis dit: «Mais comment font les Américains la musique?» «Ah, ils font avec des sampleurs». «Qu'est-ce que c'est qu'un sampleur?» Tu vois? C'est vraiment l'apprentissage. J'allais voir un sampleur. OK, on a le sampleur, mais ça marche avec quoi? Il faut un séquenceur. Voilà, on a avancé comme ça et je pense que ce côté bidouillard et très, très tôt, même si je travaille avec les machines, j'ai fait venir des musiciens acoustiques pour, enregistrer en studio, mélanger avec ça. Mais j'ai toujours eu, même de toute façon la plupart des gens dans le hip-hop, nous on a samplé dans le classique, on samplait dans le classique, on samplait dans le jazz et moi dans mon expérience, hein, j'ai acheté il y a pas un samedi, un week-end, j'allais pas acheter des disques, je fouillais et quand j'arrivais, absolument, j'écoutais pas le disque, je cherchais le sample, la bonne boucle. Ouais, ouais, ouais. Mais après longtemps, après, je m'asseyais, j'ai dit: «Mais j'ai tous ces vinyles là, si je les écoutais vraiment, si j'écoutais ces morceaux de jazz, si j'écoutais ces morceaux de classique», découvrir et comment comment sont construits ces musiques. Là, il y a cette curiosité qui était née, mais ce qui m'a amené aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, je fais beaucoup de créations pluridisciplinaire, ça c'est le mélange des esthétiques. Je reste toujours dans la musique et même quand je compose avec plusieurs musiciens, même avec des musiciens traditionnels, j'ai toujours, on va dire ce schéma du beatmaker, du hip-hop. Je pars toujours sur une boucle, je l'enregistre, je rajoute le rythme, même si c'est une traditionnelle qui va jouer, mais après je séquence. C'est comme ça que j'ai appris à faire la musique et ça restera Mmh. toujours comme ça. Mais le fait de travailler du coup avec, le jeune public, des créations pour les enfants c'est exigeant. Pour faire un live, pour un concert, tu répètes, tu répètes tes morceaux, tu vois? Si bien, tu carré, tu joues tes morceaux. Mais pour un spectacle jeune public, ah non, tu peux pas venir juste jouer comme ça. Il faut des éléments en plus. C'est pour ça que je mets l'insta avec la vidéo d'animation. Il faut capter l'enfant. Quand tu le tiens plus, il te lâche et toi, tu nages tout seul. Il y a tout ce travail du coup de pluridisciplinaire. Dire, moi, là, je fais des contes, donc je pars du conte de mes racines. Je mélange ça, je réécris ça avec mes instruments et je mélange avec de la vidéo d'animation, du Oh. théâtre d'objets, des marionnettes. À chaque fois, c'est des collaborations avec d'autres artistes. Et ça m'a amené à me dire, tiens, mais si je travaille sur des grandes créations tout public et aussi dans ce côté pluridisciplinaire. C'est pour ça, par exemple, la création Sabena qui relate des massacres des Comoriens de Majunga. Là, j'ai travaillé avec un chorégraphe d'origine congolaise, Giulio Casadi, qui habite à Mayotte. Donc, c'est une création qui mélange musique, danse contemporaine, mélangée avec danse traditionnelle, mais dans l'esthétique danse contemporaine, avec des arts visuels. Je collabore, notamment, j'ai toute une équipe tout l'environnement graphique de Colombo Record. Je dis, c'est pas un graphiste, c'est un artiste d'origine népalais avec lequel je travaille depuis plus de 20 ans. C'est lui qui fait mes pochettes, qui fait mes visuels. Par exemple, tout ce qui est vidéo d'animation, pareil, j'ai une équipe avec laquelle je travaille depuis une quinzaine d'années. On se complète, on se comprend. Aujourd'hui, je suis parallèlement, je fais toujours des albums. Tous les 3 ans, je suis en train de travailler sur un nouvel album qui s'appelle Afrongoma. Là, je pars direct des rythmes, je suis allé au Brésil, je pars des rythmes brésiliens. Ça peut être des rythmes festifs ou comme des rythmes, religieux comme, les maracatu, Igreja. Je prends ces rythmes-là, je joue les mélodies avec mes instruments traditionnels. Il y a les rythmes, donc du Brésil et il y a aussi les rythmes, gnawa. L'idée, c'est de rythmes afrodescendants et par-dessus le lion qui va mélanger tout ça au-delà de mes instruments traditionnels, donc des Comores, c'est, l'univers du rythme afrobeat. Parce que je suis un enfant africain qui a été bercé par Fela Kuti et c'est ça qui va faire le lien. Ça, c'est l'album, Afrongoma et qui va sortir au mois d'octobre. J'ai déjà enregistré la 1re phase, là, il me reste l'autre phase. Ça sort au mois d'octobre et là, par exemple, la dernière création que je viens de faire s'appelle Afedou. Là, c'est musique, théâtre et cuisine. Donc on cuisine sur scène et ça, c'est pareil, ça fait longtemps que j'avais envie de faire cette création. La chance que j'arrive à m'entourer de personnes référentes, notamment je travaille toujours dans toutes mes créations depuis quelques années avec un ethnopsychiatre qui s'appelle, le docteur Saïd Mmh. Ibrahim, qui m'aide à je suis parti d'abord avec lui sur le côté jeune public. Quand je crée des créations jeune public, il y avait le côté la compréhension immédiate, c'est-à-dire consciente, mais je me demandais toujours, le subconscient de l'enfant, qu'est-ce qu'il comprend en arrière-plan de cette création, de ce message. Donc j'avais besoin d'avoir ses retours, le travail avec lui, arriver à trouver des images assez simplifiées pour expliquer des choses. Et là, sur Afedou, c'est vraiment un travail en collaboration à 4 mains.
Parce que lui, en tant qu'ethnopsychiatre, parce que c'est la création, j'aborde le thème de la créolisation, mais pour dire quelque part le métissage universel. Moi, en tant que Comorien, je suis hyper mélangé, mais aujourd'hui, quand moi, hyper mélangé, et quand je fais des enfants avec une femme blanche, hyper mélangé, je te dis, qu'est-ce qu'ils pourront raconter de ceux qui sont eux, déjà? Et du coup, quand je parlais de ce thème à docteur Saïd Ibrahim, il a lui, il dit toujours que chaque être humain est une marmite unique, reliée à des mondes multiples avec différents ingrédients. C'est la même chose. Moi, je dis, c'est métissage universel. Et c'est plus joli, lui, quand il explique. Du coup, on est parti de ça. Je commençais à travailler avec lui en tout cas, sur ce sujet. Mais après, j'ai cherché d'autres ouvrages qui parlent de cette colonisation universelle, comme Le Tout Monde d'Edouard Glissant, ou sinon les identités meurtrières d'Amin Malouf. Du coup, c'est commencer à travailler ça et dire, ben, comment je mets en scène. Je me suis dit, bon, ça va être à travers la musique, le théâtre et la cuisine. On aborde différents thèmes avec ces esthétiques artistiques mélangées. Par exemple, petite parenthèse, la musique, j'ai dit aux artistes qui travaillent avec moi, j'ai dit, je ne vais pas faire comme d'habitude, pas sur une rythmique, rajouter un instrument. Non, j'ai dit le rythme. Je vais le composer à partir des sons de cuisine, c'est-à-dire quand on est en train d'éplucher, quand on est en train de couper, quand il y a l'eau qui coule, quand il y a le riz qui est en train de cuire ou quand il y a les fritures. Et je dis, et je ne vais pas composer ça de façon industrielle, comme des samples industriels qu'on met en boucle. Non, non, c'est un son cinématographique. Et à partir de là, on va venir rajouter un rythme mélodique avec nos instruments. C'est-à-dire, moi, avec mes instruments traditionnels, il y a du violoncelle, il y a du xylophone, des instruments avant, des poils aussi qu'on mélange. Et c'est à partir de cet univers cinématographique qu'on va aborder ces thèmes. Je parle de mon intimité pour faire résonner tout ça dans l'intimité collective. Et donc la première, là, ça fait 3 ans que je travaille dessus et en sachant que chaque projet me prend 3 ans. 3 ans, le temps de recherche, le temps de me documenter, le temps de concevoir, de créer, d'écrire, que donc j'écris, je compose, je joue. Il faut toujours environ 3 ans. Donc je suis déjà sur les autres projets, les prochaines résidences du prochain projet qui s'appelle Les Engagés, commence à La Réunion, au mois de juin et après, ça va en Nouvelle-Calédonie, ça finit à Marseille en 2027. We are all Africans. We are all Africans. We are all Mais comment Africans. tu as appris à jouer des instruments? Ouais, c'est assez rigolo parce qu'au début, je jouais pas du tout d'instrument. J'avais commencé la guitare il y a peut-être une trentaine d'années. Avant de vivre de ma musique en tant que professionnel, moi, j'étais, menuisier aluminium. C'est-à-dire, j'ai commencé la musique, le rap, pour moi, c'était un hobby, c'était un plaisir, c'est une culture qui était là. Je me projetais jamais, d'en vivre quand j'étais plus jeune. Par contre, le DJ qui était avec moi, avec lequel on achetait les machines, les sampleurs, lui, il avait investi en plus. Lui, il se projetait, il imaginait: peut-être on pourrait en vivre. Moi, j'étais pas dans cette optique-là. C'était vraiment un plaisir d'être ensemble, de jouer, de faire des concerts, de dire ce que je pense, que des gens écoutent. C'était vraiment un plaisir, un loisir. Moi, j'ai vécu dans la rue, c'est-à-dire j'ai vécu aux Comores, mais quand j'ai rencontré mes parents à l'âge de 10 ans, je pense qu'on a vécu ensemble jusqu'à l'âge de 16 ans et demi, 17. On s'est pas super bien entendu sur différentes choses, sur le truc intergénérationnel, changement de culture, plein de trucs. Bon, bref, je me suis retrouvé dans la rue et c'est là où j'ai rencontré, on va dire, hip-hop, quand je dis la famille, c'est, même avant d'être dans le rap, mon meilleur ami qui est mon frère d'aujourd'hui, c'est Boss One du groupe Troisième Œil. Avant de faire de la musique, on a commencé à faire de la musique ensemble, on s'est rencontrés dans la rue, on dormait dans la rue. Quand j'ai vécu donc toute cette vie, je aujourd'hui, je pourrais pas te dire combien de temps j'ai vécu dans la rue. Je pense que le cerveau, il te ouais, Ouais. je suis mais quand mes enfants me demandent, je dis: «J'en sais rien, j'ai eu cette période-là». Te dire combien de temps, après j'ai été en foyer, bon bref, ça passe. Ouf! Mais ça va, ça m'a construit. Je dis pas, bon, que j'aurais choisi de vivre ça. Par contre, c'est quelque chose je pense que la force que j'ai aujourd'hui, ce qui me permet de faire plein de choses, de se lâche rien, c'est que j'ai vécu cette vie-là et à un moment donné, par exemple, quand j'étais dans la rue, je me suis retrouvé comme ça, je regardais les étoiles. Je le dis dans certaines chansons, hein, je pense dans Wungwana, dans l'album Afro Soul, je le raconte dans certains morceaux. Je regarde le ciel, je dis: «Bon, j'étais heureux aux Comores, avec mes grands-parents, ils sont décédés, là, je suis là, je me retrouve dans la rue, dans un pays que je connais pas, il fait froid, je regarde les étoiles, je suis là, mais qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Rien. Je ne veux pas tomber plus bas de toute façon. Mais par contre, je respire, j'ai un peu de force, je peux aller travailler, casser des murs, la peinture, tout en allant à l'école, parce que ça, c'était vraiment
mon repère, continuer à aller à l'école et c'est pour ça donc je reviens sur ça, sur l'aspect d'école et à un moment donné, je me suis dit: «Bon, c'est chouette, c'est tout ça, mais par contre, il faut que je pense à ma vie». Donc je me suis focalisé à l'apprentissage de mon métier de menuisier aluminium. Donc j'ai arrêté la musique pendant, je pense, 6 ans, parce qu'entre-temps mes copains, de mes amis d'enfance, Bosswan, sont devenus des stars. C'était franchement les stars du hip-hop français à l'époque avec Funky Family. Du coup, moi, j'étais dans mon atelier la semaine et le week-end, je prenais l'avion, je partais avec eux, je vivais la vie d'artiste par procuration. Je partais, ils étaient dans des zéniths parce qu'ils faisaient les premières parties d'IAM, donc j'arrivais, j'étais, mais en même temps, ça m'a permis de beaucoup apprendre de qu'est-ce que c'est que l'industrie du disque. C'est-à-dire quand je suis revenu, quand je refais la musique, j'ai dit: «Oh» j'ai vu comment ça se passe entre un artiste et une major, les difficultés qu'il y a des négociations. Donc j'ai vécu tout ça en étant près de mon ami. Donc quand je suis revenu, j'ai dit: «Je vais être indépendant». C'est là que j'ai monté ma compagnie Colombe Record. Dès le départ, j'ai fait un crédit, j'ai tout monté, j'ai tout construit en disant: «Je vais y aller doucement, doucement, mais par contre, j'ai pas envie de monter là et redescendre, tomber, me retrouver sans rien». Ça m'a beaucoup appris. C'est pour ça que quand je suis revenu en 98, c'était l'idée: «OK, je reprends, mais par contre, je vais en faire mon métier. Ça va être de façon très professionnelle, très carrée. Je vais faire ça en même temps que avec la menuiserie aluminium». Je fais ça pendant 6 ans et toutes mes économies, je les mettais dans la musique et en 2006, déjà, c'était quand je suis allé, me former en tant qu'ingé son, j'ai laissé mon métier, j'ai construit la base et quand j'ai fini la formation, j'ai construit pour devenir intermittent de spectacle et maintenant ma compagnie et aujourd'hui, je suis hyper content d'avoir fait ce choix parce que personne me financerait les projets que je crée aujourd'hui si j'étais dans un chez de toute façon, je serais nulle part. Des projets comme Oui, Origine, c'est pas des projets rentables. C'est rentable c'est humainement ça. et culturellement, mais financièrement, non, ça te permet de vivre. Aujourd'hui, j'ai pas à me plaindre, je vis bien de mon travail, mais c'est pas des projets qui vont te rendre riche, non. Mais par contre, c'est riche culturellement et au niveau historique, je sais que c'est des choses que tu laisses plus tard, même maintenant, les gens ont certaines connaissances ou certaines reconnaissances, mais c'est des choses que tu fais, que tu laisses. C'est une œuvre que tu laisses et personne m'aurait financé ces projets-là si c'était pas moi. Aujourd'hui, je suis content de pouvoir être indépendant, être autonome, une structure avec des gens qui travaillent avec moi et des partenaires et qu'à chaque fois j'ai un projet dans la tête, je peux pas me dire: «Ah, tu vas pas le faire». Non, comment on va le faire? Où il faut aller chercher les financements, comment on le réalise, combien de temps il faut pour pouvoir les réaliser et ça, c'est l'une des plus grandes richesses que j'ai aujourd'hui. Et parce qu'il y a beaucoup de liberté. C'est vrai qu'il y a les contraintes liées à l'indépendance, plus de liberté dans la création, d'adaptabilité, de rencontre avec le public aussi. Là, il y a toute cette recherche qui se construit, qui crée une communauté. Ça ne me dit toujours pas comment tu as appris à jouer de tous ces instruments. Ouais, je le disais, il y avait quand on est parti en création, donc on était parti donc avec ma compagne qui gérait tout ce qui est prod, mais qui filmait. On a des documentaires on les a jamais diffusés. Il faudrait qu'on les diffuse. Ce projet Origine, il y a des capsules vidéo sur notre site internet, des capsules de 2 minutes des résidences, mais on a tout un documentaire qui serait magique à diffuser, qu'on n'a pas encore diffusé. Et il y avait ma fille, donc ma fille qui avait 2 ans. Et donc quand on est arrivé, elle est partie, elle a vécu sa meilleure vie, hein. Elle est partie avec nous, on était pendant 2 mois dans les îles, plongée, elle avait 2 ans, mais on avait conscience et quand je suis arrivé, elle me dit: «Papa, joue-moi du Zenzé». Je dis: «Mais moi, je sais pas jouer du Zenzé». Ouais, elle me dit: «Papa, je» et à chaque fois, moi, je faisais venir les artistes, donc on tournait, c'est eux qui jouaient les instruments. Moi, je rappais ou je chantais, mais je jouais pas d'instrument et ma fille me dit: «Papa, joue-moi du Zenzé». J'ai dit: «Oui». Donc je suis allé, sur internet, je suis allé voir Soubi, comment il tient le Zenzé, comment il a j'ai compris qu'il fallait accorder, par exemple, le djembé sur une gamme. Ça, je l'ai compris. Après, c'était le positionnement des doigts et voir comment tu joues. Bon, au début, j'arrivais pas. Je jouais, ma fille, elle s'endormait. Dès qu'elle s'endormait, je continue. Mais ça durait 2 ou 3 ans encore. Et la première fois que j'ai joué sur scène, donc quand les musiciens venaient ici en France, on partait en tournée, je lui montrais par exemple le morceau Masikini Masikini. Il y a quelque chose une façon de jouer un peu plus moderne que la façon traditionnelle que je jouais, qui n'était pas naturel pour lui. Donc je disais, joue-moi ça. Parce que, en fait, moi, souvent, j'enregistrais dans mes albums toutes mes petites maquettes et parfois, quand on était en résidence, ils venaient, ils écoutent, ils me disent: «Mais c'est qui a joué ça?» J'ai dit: «Ouais, c'est moi, j'ai fait un petit peu comme ça, j'enregistre des idées pour vous» et là, quand j'essayais, il arrivait pas, il me dit: «Beh, tu qu'à le jouer toi sur scène». Je dis: «Quoi? Moi je jouais ça, sur scène?» J'ai dit: «Non, moi je suis le chant, le rap». Il dit: «Beh, tu qu'à le» et ça, ils m'ont beaucoup aidé parce que du coup, le métier instrumentiste, Mohamed Issa Matone, elle me dit: «Hamada, fais-toi confiance».
On va t'épauler, mais tu es capable de les jouer puisque tu les joues, quand tu es tout seul, tu vas les jouer et la première fois du coup, j'ai joué mes instruments traditionnels sur scène, surtout le djembé, c'était le festival de Sud à Arles, qui est l'un des meilleurs concerts qu'on ait fait, ensemble. En fait, tu peux jouer plein d'instruments. Ce qui est important, c'est la pratique. Dès que tu as la compréhension de la musique, dès que tu as compris comment tu accordes l'instrument, par exemple, le gabousse, celui-là, il m'a fait peur pendant des années. Ah, celui-là, parce que le gabousse, pense, par exemple, des guitares, tu as des cases pour savoir où sont tes notes. Là, c'est comme le violon, c'est comme le oud, c'est fretless. Il y a pas de cases que, par exemple, un endroit, tu es juste, là, tu es faux, là, tu vas être juste et ça, c'est travailler, travailler, le comprendre, dire tu peux être capable de jouer différents instruments, mais par contre, c'est le travail, la rigueur, la répétition, 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 jouer, jouer. Je crois que ça devienne fluide et en jouant, l'instrument devient familier, tu comprends plein de choses, les choses deviennent plus fluides et tu prends encore plus de plaisir et aujourd'hui pouvoir en France, je suis le seul qui joue ces instruments. J'essaie de le faire découvrir, j'enseigne autant de la crèche jusqu'à l'université. Je vois aujourd'hui, en tout cas, aux Comores, c'est en tout cas, ces instruments, il y a les gens se rendent compte du patrimoine, culturel que nous avons avec ces instruments. Ils ne regardent plus de haut, les jeunes. Aujourd'hui, les jeunes se disent: «Ah, c'est à nous, comment on peut mélanger ces sonorités?» Et ça, c'est, même si je partais aujourd'hui, je me dis: «C'est gagné ça». C'est quand même incroyable, c'est incroyable. Et effectivement, cette partie où il y a la pratique, où il y a aussi dans ce que tu disais, il y a apprendre à comprendre la musique, l'écoute, l'oreille, savoir ce qui sonne juste ou pas. Ça, c'est il y a une nuance là, qui demande effectivement énormément de pratique, énormément de travail. C'est ça, c'est ça. Ce qui m'a aidé, c'est par exemple quand j'ai composé, j'ai toujours eu l'oreille, du compositeur. Je suis tout le temps en train de chanter, une mélodie arrive. Quand la mélodie arrive, j'entends systématiquement le rythme qu'il faut, les arrangements qu'il faut. Ça reste assez naturel pour moi. Dès que j'entends ça et ma peur, par exemple, sur le projet Origine, c'était: «Comment je vais travailler avec ces gens que je connais pas, que j'ai jamais rencontrés? Quelle place je vais prendre? Quelle place je leur laisse pour qu'il y ait la créativité?» Mais si j'arrive, je dis: On part sur une feuille blanche, peut-être qu'il y a rien qui va sortir» et du coup, je prenais la voiture de là où je dormais, en train de rouler en allant à la résidence, un petit peu angoissé, mais content d'être là, quoi et il y a cette mélodie. Na 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 na. Et tant que j'arrive à la résidence, la mélodie, elle était entière. Je demandais du coup, celui qui jouait du gabousse, qui m'a fabriqué mon premier gabousse, de le jouer. On a commencé à composer et du coup, quand je commençais à apprendre à jouer des instruments, le djenzé, c'est plus facile, le gabousse, c'est plus compliqué, mais c'est de jouer mais les mélodies de mes albums que je connais. Ces mélodies-là, elles sont nées de moi, donc ils sont dans mon être. J'entends quand c'est faux. Je travaille depuis plusieurs années au niveau de la voix. Je prends des cours. J'ai commencé par des cours de lyrique. L'idée, c'est pas de chanter de l'opéra, loin de là. Ça, je commençais, je crois, en 2006. C'est de comprendre l'instrument. Mais il y a l'instrument, le corps, la voix, c'est un instrument. Comment tu fais vibrer cette air dans ton corps, avec quel muscle, à quel moment tu fais sonner à tel endroit, où tu fais vibrer dans la tête les sons aigus. Donc il y a tout ce travail de compréhension de l'instrument. Je fais ça avec une professeure qui s'appelle madame Gaillanet pendant plusieurs années et là depuis 2014, voilà, c'est ma conseillère artistique, c'est ma prof de chant, mais c'est plus que ma prof de chant, c'est vraiment la personne qui peut tout me dire et je l'écoute comme un bébé. Je l'écoute parce que tu sais, c'est bienveillant. Elle me donne et ce qu'elle m'a appris, elle s'appelle Martina Catella, qui est une grande dame de la musique. Elle vient du lyrique, mais elle maîtrise toutes les voix du monde, les musiques du monde. Elle travaille avec le soufisme et elle fait un travail qui est de la voix parlée à la voix chantée. Ce qui me correspond. Moi, je viens du rap à la voix chantée. Avant, bah, en scène, ce qui était compliqué, tu es en train de rapper, ta 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 ta, tu es sur, côté monocorde et du coup, le chant, ça part sur une mélodie, tu te dis: «Mais sur quelle hauteur je vais l'attraper?» Et si tu as pas la technique de dire: «Na na 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 né», comment tu parles là? Comment et ça, il y a ce travail qui m'a accompagné sur la voix parlée à la voix chantée et avec elle, on travaille aussi sur la sonorisation des mots, sur la vibration des mots, comment tu fais circuler l'air. C'est pour ça que mon album, l'avant-dernier, s'appelle Air. Air, c'est un album qui est chanté, mais l'air qui nous permet de chanter. Sans air, tu ne peux pas chanter. L'air qui circule, sur quel endroit tu le fais vibrer, avec quel muscle. Il y a tout ce travail avec,
Avec Martina Catella, parfois quand je vais chez elle, on travaille le chant, mais on travaille l'écriture. Bon, on va partir sur mes textes, trouver les bons mots, comment les faire sonner et après tout ce travail qu'elle me donne, c'est ma conseillère artistique. Ça fait partie des piliers, elle fait partie des piliers de mon travail et j'ai cette chance-là de pouvoir m'entourer de ces personnes. Si l'africanité n'avait pas besoin d'être justifiée ou traduite, comment la décrirais-tu? Moi, elle est naturelle. En tant qu'Africain, nous sommes nés sur un continent qui a plein d'histoires. Et notre continent est riche culturellement, est riche au niveau de l'histoire, même si une partie de l'histoire est très ancienne, n'a pas pu être écrite, même si on retrouve certaines choses, mais on le sait en nous qu'elle est là, elle est là. Et par exemple, là, dans la création à feu doux, j'ai eu la chance d'aller au Brésil, d'être en tournée et d'écrire une partie de la création dans cet endroit qui reste un laboratoire au niveau du métissage. Et je suis arrivé dans un endroit qui s'appelle Ouro Preto. C'est là où il y a beaucoup des mines, où beaucoup d'esclaves travaillaient dans les mines d'or. Et là-bas, il y a une phrase que j'adore. Ici, on parle des esclaves. On parle des personnes esclaves. Non, nous étions libres, nous étions tranquilles chez nous en Afrique. Et des personnes sont venues, nous ont emprisonnés, nous ont emmenés à un endroit pour nous esclavagiser. Rien que faire la différence entre ces mots, dire ouais, tu es un descendant d'esclaves. Non, non, je suis descendant de personnes esclavagisées. Les personnes, ils ne sont pas nés esclaves. L'être humain, quand on est arrivé sur la terre africaine, on n'est pas arrivé avec des chaînes. Non, on était libre, tranquille, et d'autres personnes sont venues nous esclavagiser, que ce soit les Arabes ou que ce soit les Européens. Donc, ce côté africain avec notre histoire, le côté positif, nos richesses. Par exemple, quand on parle de personnes esclavagisées dans les mines d'or, on parle toujours du côté de la force humaine qu'on a menée pour travailler. Mais on ne parle pas du savoir qu'ils ont amené, de l'or, du travail de l'or qu'on retrouvait dans le royaume du Mali, très très en avance au niveau du travail de l'or. Donc ces personnes qu'on a amenées là, souvent on a toujours l'image, on a amené des personnes juste pour la main d'œuvre. Non, on a amené des personnes avec un savoir ancestral que nous avions. Moi, en tout cas, à moi, l'africanité, c'est une richesse culturelle, historique, avec différents peuples. Ça part du sud au nord, de l'est à l'ouest. Chaque fois, c'est différent, mais avec toutes ces richesses, l'africanité, elle est là, elle est là, elle est présente. Et aujourd'hui, je pense, en tout cas, moi, je vois à travers mes enfants métis et que j'essaie de transmettre, en tout cas, me dire, le côté occidental, ils vont l'apprendre, ils vivent en France, ils vont à l'école, histoire de l'Occident, mais en transmettant cette histoire africaine, cette culture africaine et je me sens qu'eux, ils se revendiquent de ça. Ils rejettent pas l'autre côté, ça fait partie d'eux, mais l'autre partie, du coup, eux, ils ont encore plus envie, d'aller chercher, découvrir. Ils ont très envie de venir de voyager avec moi en Afrique. We are all African. Body blood pressure. Well, we are all African. Body blood pressure. Sa, 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 sa. Wow, we are all Africans. Oh, we are all Africans. We are all Africans. Oh, we are all Africans. We are all Africans. Wow, 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 we are all wow, 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 wow. We are all Africans. Wow, we are all Africans. Well, wow, we are all Africans in the world.